C'est quoi la légende des Flash? Mais en fait, c'est le meilleur la légende du Flash, c'est que c'est le meilleur club de France, tu vois, l'une des meilleures structures. Bah, Ok. même Une si des aujourd'hui. meilleures écoles de formation. C'est ça. D'accord. Et t'auras beau arriver en match, tu dis toujours, c'est le Flash en face de toi, tu vois, c'est C'est pas ça. n'importe qui. Et comme je te dis, ça se trouve, c'est la génération la plus nulle, mais comme c'est le Flash, il y a une appréhension, il y a ce truc, tu dis, Ça peut toujours, la balance, elle peut toujours être inversée à n'importe quel moment. c'est un peu ça, Ok. tu vois. Tu joues contre une institution. D'accord. Et tu vois, mais il y a plein de choses, c'est le club le plus titré de France, c'est celui qui a la plus longue longévité en niveau élite, donc tu vois, le plus haut niveau français. Et même les gens qui sont passés autour, tu sais tout ça et que tu arrives au Flash, C'est ça. tu sais que c'est une institution. Et même C'est un quand, peu comme Barcelone ou Real de Madrid. Ouais, voilà, tu vois. Par Ok. rapport au soccer. même D'accord. s'ils sont pas bons, il y a toujours ce truc-là, tu dis, tu les C'est barres quand chez même eux. l'institution. C'est une institution, Voilà. c'est quelque chose, tu vois. Ok. Donc, Et ça, c'est lourd. et ça, c'est lourd. Et en plus, tu vois, nous, on entretient ce truc parce qu'anciens joueurs, il y en a eu plein. Mm. Et quand on parle, on se renforce en disant, ouais, il y a eu des générations de malades. Tout le monde te dira ça. J'ai une génération de malades. Ils C'est te ça. diront tout ça. Moi, j'ai joué, j'ai été. Toujours la même chose. C'est tout la même chose. Tu demandes à une personne sur deux qui a joué au Flash, j'étais champion de France. Et une Voilà. personne sur deux, tu dis, j'ai une génération de malades. Ils sont tous partis aux États-Unis. En fait, il y a quelque chose autour de ce truc qui est d'un mystère et d'un mysticisme. Mysticisme, ouais, ça Ouais, se mais dit. c'est- Et tu te dis, c'est fou, le Flash, ça. Tu vas dans le sud de la France, un mec qui a joué un peu au foot US, tu dis, je viens du Flash, il va dire. Ouais, Il voilà, va dire, c'est ça. Ah ouais. Il y a les Genre, yeux tout ronds. Il y a déjà un... C'est pas... Il y a déjà une marque, en fait, qui est Il y a- sur toi. C'est Ok. une marque, tu vois, genre, c'est une marque. Ça impressionne un peu. Ouais. Après, aujourd'hui, peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins. Mais ça reste quand même le flash. Il y a 5-6 ans, tu te disais, vas-y, t'as été au Flash Junior. Ça marquait un truc, tu te disais, vas-y, il y a eu quand même des générations Et de voilà, malades, tu vois. Il y Ouais. a une attente, en fait, envers Il y a une toi. attente. C'est-à-dire que tu viens d'une école de bonne formation, donc ce qui fait que, You have to be good. tu dois délivrer. Ouais. Tu vas You délivrer, have tu to vois. be dois être good. bon. Et t'as des facs comme ça aussi, c'est pareil, tu sors de Berkeley, tu sors de Sciences Po, tu sors de je sais pas quoi, d'Oxford. Il y a une marque un peu, tu dis, Yeah. t'es quelqu'un avant même avoir Voilà. dit ce que tu fais. Ça se trouve, On attend un résultat. c'est ça, ça se trouve, t'es le mec le plus nul de cette école, mais t'as Mais- Berkeley, t'es comme. T'as quand même vu, Et c'est- vu l'institution. C'est Et ça. Ouais, voilà. Et ça s'appelle de l'image de marque. Et nous, c'est ce que, à notre agence, on crée aussi. ça, c'est trop cool. Exact. Bon, allez. Wild talk. Wild talk. Wild talk. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Wild Talk, toujours en compagnie de... Claire. Ah ouais, Je croyais que t'allais m'annoncer, du coup, on dirait que c'est moi qui bug sur mon prénom. ah, ben non, on essaye de changer un peu les choses, tu vois, c'est la saison 2, donc on essaye de mettre un peu d'innovation. Mais bon, ça a raté, c'est pas grave. Et du coup, aujourd'hui, on reçoit William Keo. Comment ça va, William? Ça va très bien et toi? Ça va, toujours bien, toujours bien, toujours bien. Donc William, 23 ans, 24 ans maintenant. 24 ans maintenant, ma bad. J'ai pas mis à jour peut-être mes informations, tu vois. Mais 24 ans, directeur artistique, et tu fais aussi, t'es photographe reporter, c'est bien comme ça qu'on dit. C'est ça, ouais. Photographe reporter au collectif DR. C'est ça. Donc DR, déjà, tu peux nous dire à quoi ça correspond? DR, ça veut dire Destination Reportage. C'est une agence de presse. On est un collectif d'une 50aine de photographes maintenant. Et on travaille pour divers marchés, pour la presse, pour l'édition, pour les livres, pour des institutions, pour des marques. Donc voilà. Ok. Quoi comme marque, par exemple? Si tu as le droit de les citer, bien évidemment. Après, ça peut être des marques, par exemple, de BTP. Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment tout citer, mais il y a des marques, des entreprises comme, je sais pas, ça peut être la SNCF, tu vois, qui demande à un photographe de documenter les travaux qu'il y a en ce moment du Grand Paris. Mhm. Ça peut être des marques de luxe ou ce genre de choses. Ok, d'accord. Donc du coup, attends, la petite histoire quand même avec William, puisqu'on se connaît en dehors, en dehors de la vie de tous les jours. On s'est connus sur les terrains de foot US. C'était un de mes joueurs en fait, je l'avais coaché, c'était 2015 si je ne me trompe pas. Il avait transféré des Diables Rouges pour venir jouer au Flash. Et, Cette institution. Du coup, exactement, cette institution. Et Ça y est, maintenant, j'ai la... vous avez bien entendu, institution. Ah, il y a un Flash de la signe et tout Courneuve, Ouais, il y Ah, d'accord. Flash de la Courneuve. la Courneuve. Donc, Ok. la Courneuve, en Ok. fait. D'accord. Donc quand même une petite dédicace à mon club formateur et à tous mes frères. Tu vois. C'est quand même important. C'est quand même important. Mais oui, donc on s'est connus là et la première fois que j'avais vu William, alors c'était pas au Flash, mais c'était lors d'un Junior Ball.
Et on avait un de mes collègues justement qui l'appelait, c'était quoi? C'était Monty Keo. Ouais, Monty Keo. Et ça faisait en fait référence à Monty Théo, Ok. un joueur, un très bon joueur universitaire à la fac de Notre-Dame. Et donc il y avait quand même une petite similarité avec les noms. Donc du coup, il lui faisait cette petite blague. Bon, heureusement que j'espère que William il le prenait pas mal. Je pense jamais, pas. jamais, jamais. Voilà, donc du coup, c'était plutôt sympa. Mais après, en dehors de ça, c'était quelqu'un de calme et réfléchi. Donc Ok. du coup, mais après la première fois que je le voyais personnellement, je me disais, enfin, je sais pas ce qu'il va donner, tu vois. Je sais pas ce qu'il va donner, mais au final, c'était un bon joueur. T'as joué Et pendant très longtemps? appréciable. Je me souviens plus combien d'années, mais ouais, j'ai joué pendant 5-6 ans. Enfin, c'est pas non plus le truc le plus long, mais moi, ça me paraît assez long. Ouais, grave, 5-6 ans. Tu m'étonnes. Donc du coup, William, parlons un peu de déjà comment tu as découvert la photographie. Parce que cette question-là m'est venue parce que justement après avoir vu la vidéo justement que le collectif DA a fait sur toi, un zoom sur toi. Donc, j'aimerais bien quand même que tu me racontes cette petite histoire, comment tu as découvert la photographie. La photo. C'est un peu long, mais en gros, la photographie, c'est une histoire de famille. Mon père, c'est un réfugié. Il a fui la guerre du Cambodge à la fin des années 70, d'un génocide culturel. Et en fait, en arrivant en France, il a un peu documenté son exil, tu vois. Il a pris un appareil photo, il photographiait ses vacances, où il habitait, et un peu tout. Il a même un frère qui habitait à Berlin-Est, tu vois, genre coupé par le mur. Et il documentait la vie un peu de ses proches, il a fait des photos à Berlin. Et c'est un peu comme ça que moi j'ai découvert la photo, en fait, c'est depuis toujours. Ok. Mon père photographiait, et au début, quand j'étais jeune, je m'y intéressais pas tellement. Il m'avait appris la photo, donc je savais faire des photos, mais je m'étais pas intéressé, je voyais pas où était le pouvoir de la photographie, tu vois. Ok. Donc, Et du coup, franchement, c'est bien d'avoir des traces comme ça de l'histoire de sa famille. Bien sûr. Parce que du coup, tu sais d'où tu viens, tu sais par quoi est passé tes grands-parents. Donc du coup, moi je trouve ça vraiment intéressant. Parce que je trouve que c'est quelque chose dont les gens s'intéressent pas en fait aujourd'hui. Après, chacun son avis. Mais je pense que c'est quand même intéressant. Parce que tu as une histoire à raconter. Et toi aussi, ça te donne envie d'écrire ton histoire pour laisser tes enfants, tes futurs enfants, tes futurs petits-enfants, si tu en as. Donc du coup, moi, je trouve ça plutôt cool. Donc du coup, ça veut dire que vous avez un album, vous l'avez son album photo ou bien le travail qu'il a fait on a des centaines d'albums de famille, de nous C'est fou, hein. retournés au Cambodge, de mes parents qui font des pique-niques à Etretat, de vacances. Mon père a retrouvé des photos quand on était dans des camps de réfugiés en Thaïlande. Ouais. Tu vois, ça ressemble à des diapositives un peu avec des coins au tout rond. Ok. Il a retrouvé des photos de mon grand-père qui était diplomate. Donc il a retrouvé tout ça, il a réussi à rapatrier tout ça en France. Donc on a absolument tout gardé, c'est dans les archives familiales. Et voilà. Putain, cette transmission visuelle, ça doit être. C'est quand même encore assez intéressant, surtout quand Ouais. ils ont quitté le Cambodge, d'avoir eu cette réflexion de je vais documenter par l'image. Certainement, enfin j'imagine peut-être pour le transmettre aux générations qui vont suivre, toi notamment. Et c'est quand même cette transmission visuelle de la guerre et de tout ce chemin entre le Cambodge et la France, c'est un truc de fou. Grave. Je pense que ça a été surtout thérapeutique. Tu vois, genre, en fait, je pense que quand tu vis une expérience aussi forte que la guerre et que tu veux en parler, ou en tout cas tu veux chercher un moyen d'en parler, tu vas essayer en tout cas tu essaies de le raconter. Et je pense qu'il a choisi la photo, c'était thérapeutique. Et ouais. Et donc quand j'étais petit, j'avais des albums. Mon père disait, là, c'est quand on arrivait en France, là c'est le premier appart, là c'est quand on cherchait nos papiers, là c'est qu'on partait en vacances. C'était intéressant. Et du coup, là, le fait que tu parles de ça, je me pose la question, est-ce que tu as pu avoir la discussion avec ton grand-père par rapport justement à son changement de statut? Parce que tu passes de diplomate à réfugié, donc du coup tu dois tout reconstruire, t'as plus... je suppose que quand il était diplomate, il devait quand même avoir certains avantages qui l'aidaient dans sa vie aussi de tous les jours. Donc du coup, est-ce que tu as pu avoir l'occasion de discuter avec toi-même, tes parents, de ce changement de statut? En fait, ce qui était dur au Cambodge, il faut comprendre que c'est un régime qui était communiste hyper dur. En fait, ils se sont dit que le problème dans la société cambodgienne, c'est qu'il y avait des intellectuels. Et qu'en gros, ils ont décidé de massacrer tous les intellectuels qu'ils trouvaient. Ça veut dire qu'une fois, si tu ne travaillais pas au champ, une fois que tu travaillais dans un bureau et que tu étais assis, tu étais considéré comme un intellectuel. Et ça veut dire qu'en gros, mon grand-père, il a dû s'en cacher de ce métier-là pendant la guerre. Ça veut dire qu'il a abîmé ses mains pour dire qu'il travaillait au champ, que c'était un paysan.
Et tu n'as aucun droit même quand tu es diplomate parce que c'est eux qui cherchaient en fait. Ok. Et D'accord. mon grand-père, j'ai jamais rencontré. J'ai entendu énormément parler de lui. Et il est mort avant que mon père l'ait recroisé au Cambodge. Donc, Ok. Comment tu as intégré le collectif DR? Parce que je pense qu'avant d'intégrer un collectif comme celui-là, tu dois avoir une sorte de book. Peut-être, je sais pas si on dit ça aussi pour ouais, vous. tu as un bouquin. Ouais. Vous avez un book, donc du coup, toi, qu'est-ce que tu as proposé au collectif DR justement pour pouvoir les intégrer? Le collectif, quand je suis arrivé, j'aurais proposé plusieurs histoires, notamment une grande histoire sur la crise des migrants. Ok. À l'époque, quand je l'ai présenté vraiment du Soudan jusqu'à la France. Mhm. Ensuite, j'avais présenté la guerre d'Ukraine, que j'avais déjà un peu documentée, et aussi la crise des Rohingyas au Bangladesh. Et du coup, ils m'ont accepté. Voilà. Ok, sympa. Et donc du coup, je sais qu'il y a une histoire quand même sur l'un de tes voyages, celui que tu as fait à Beyrouth. Donc tu peux nous raconter un peu plus comment ça s'est passé, déjà l'ambiance, les problèmes que tu as pu rencontrer, parce que je suppose que quand tu pars dans des voyages, dans des pays qui sont en guerre, je pense que tu rencontres pas mal de problèmes, et surtout l'expérience que tu en as tirée, parce que je crois que c'était ton premier voyage. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ça? Premier voyage, ouais. Déjà, j'avais 18 ans quand j'ai débarqué au Liban pour la première fois. C'était en 2016. Et à cette époque-là, le pays était pas enfin, c'est une guerre un peu c'est une guerre un peu de proxy. En gros, comme le Liban est à la frontière avec la Syrie, Mhm. en fait, la guerre civile syrienne, elle débordait sur le Liban. Donc, à l'est du pays, c'était complètement. En fait, ce qu'on retrouvait au Syrie, on le retrouvait au Liban. Et la première fois que j'ai débarqué au Liban, j'avais un peu une vision romantique de ce que c'est une guerre. Forcément, comme on se dit, ok, c'est la guerre, je vais vivre ça comme expérience, ça va être super fort. Et t'es un peu attiré par ça, mais de façon un peu malsaine, tu vois. Donc, je débarque dans ça. Je connais à peu près l'histoire du Liban, je connais ses problèmes. Et, ça a été un choc enfin, vraiment violent quand j'ai vu ce que c'était. J'ai vu c'est des populations dans des camps qui étaient complètement terrorisés, qui avaient des gens qui n'avaient plus de parents. J'ai rencontré, un peu Daesh aussi sur cette Ah route-là. ouais. C'est, la première fois que ça m'est arrivé, en gros, j'étais à la frontière syrienne avec le Liban, dans une ville qui s'appelle Arsal. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand je disais aux Libanais que je croise ici, je suis allé à Arsal, eux ils me disent, mais moi, j'y vais pas en fait. C'était tellement ghetto Ah et ouais, d'accord, ok. même moi, je savais pas, tu vois. Mm. Et personne, ça faisait pas d'actualité parce qu'on n'avait pas d'informations sur cette région-là, parce que personne ne pouvait entrer. Donc moi, j'ai eu l'occasion d'y rentrer pour documenter des populations qui vivaient là-bas. Et là, en gros, je suis tombé sur des mecs qui voulaient me kidnapper. On descendait d'un 4x4, j'avais mon contact qui était là qui me disait ne te retourne pas. Et en fait, dans mon dos, c'était l'entrée d'un camp de réfugiés. Et quand je me suis retourné, et Tu t'es retourné? c'est parce que je me suis retourné et j'ai regardé, j'ai vu un mec en moto avec une grande barbe, avec des têtes de roquettes dans sa moto. Et il me dit, ouais, je me suis dit, waouh. En fait, je me suis dit, c'est un djihadiste. Et mon contact, il me dit, bon, je te l'avais dit, il est venu pour toi. Est-ce que tu es le seul étranger? Mm. Et je stresse, mais pas vraiment, parce que je me suis dit, bon, j'ai un service de sécurité qui est avec moi, qui va me protéger, il va rien m'arriver. Jusqu'au moment où ils sont arrivés, ils étaient 4-5. Et là, je pense qu'il y a eu une espèce. Ça a plombé l'ambiance. Personne parlait, on disait, bon, faut qu'on parte. Là, on est vraiment en danger. Ce qu'ils disaient, c'est qu'eux, ils sont prêts à mourir, et pas nous, et pas toi. Donc, Ouais. on va partir. Ouais. Et ce que j'ai su plus tard, c'est qu'il y avait un mec de l'ONU qui a visité le même camp que moi quelques heures plus tard. Et lui, il est resté une dizaine de jours en détention. Merde. C'était mieux pour toi que tu sois pas. Ouais, je te Que jure. t'aies pas continué. Il était belge. Enfin, il est toujours belge, hein, mais. Il était belge, comme s'il était mort alors Je qu'il te est jure, mort. il est toujours belge, hein, mais. Mais justement, Oui, imagine. quand toi t'as su ça, est-ce que au fond de toi, t'as quand même eu une certaine inquiétude pour cette personne, même si tu la connaissais pas? Mais j'étais hyper inquiet. Tu t'imagines te dire, tu finis en pyjama orange au fin fond de la Syrie. C'est dis-toi que tu as la frontière du Liban, mais si eux ils décident de te kidnapper, c'est pas pour rester au Liban, tu vois, ils t'emmènent Ouais, en 4x4 et ils t'emmènent dans un autre pays. Bah ouais. Et C'est chaud. c'est ça. Après, je pense que j'étais beaucoup trop naïf. C'est quand, forcément, tu peux pas savoir, tu peux pas saisir un peu toutes ces nuances quand tu n'as jamais eu l'expérience de ce genre de choses. Mais ça a été très violent et petit à petit, je me suis un peu déconstruit l'image de ce que c'est un pays en guerre.
Et c'est pas du tout ce que je pensais, c'est pas du tout l'expérience que tu peux voir, qui était décrite dans même dans les médias ou dans des films, dans des jeux vidéo, ce genre de choses. Ouais, c'est bien plus profond que ça, quoi. C'est plus profond et le rythme n'est pas pareil. Et quand tu as eu tu es allé dans d'autres pays, comme la Birmanie, l'Ukraine, est-ce que de cette première expérience, est-ce que ta vision sur, tes précautions sur ta sécurité, elles ont changé? Est-ce que tu prends beaucoup plus de précautions? Est-ce que ton service de sécurité, il est plus important dans les autres endroits que tu as pu visiter? Est-ce que tu as gagné en maturité sur la notion de ce qui se passe autour de toi et le danger qui peut subvenir? Ça c'est clair, je pense que quand tu as une première expérience aussi violente, je peux pas me dire que je vais le reproduire et que je voudrais que ça arrive, parce que c'est pas le cas, parce que ça vaut peut-être pas le coup que ça arrive, et puis tu risques de mourir, et puis là en plus comme genre de mort, il n'y a pas plus horrible de se faire couper la tête devant le monde entier. Et bien sûr que forcément la sécurité elle change, et il y a peut-être des choses sur lesquelles moi je n'irais pas. Par exemple, quand j'étais parti en Ukraine, il y avait des endroits où je me suis dit ça vaut peut-être pas le coup que j'y aille, parce que finalement c'est trop dangereux, que ça vaut pas la peine, que non, ça vaut pas la peine, et voilà. Ça fait réfléchir en tout cas sur les limites de ce que tu peux faire, mais ça va pas refroidir en tout cas. Mais du coup, quand par exemple là tu as parlé de l'Ukraine, quand tu as dit que cet endroit-là je veux pas le voir, mais c'était quand même des choses qui valent la peine d'être connues. Donc c'est-à-dire même si c'est pas toi, tu as peut-être certainement d'autres photoreporters justement qui sont plus dans l'extrême, qui montrent ce genre de choses que toi tu n'as pas voulu parce que tu savais que c'était ta limite. Attends, tu peux répéter s'il te plaît, parce que du coup j'ai perdu la question. Donc ce que je disais, c'était en Ukraine, il y avait des endroits que tu as vu, que tu as disais non, c'était ta limite, tu vois, ça valait pas la peine parce que tu n'es pas prêt à perdre ta vie pour vouloir exposer ça. Et est-ce que maintenant, il y a d'autres que tu connaisses, hein, personnellement ou pas personnellement, que tu connaisses qui dépassent tes limites à toi justement, qui montrent des choses encore plus extrêmes où ils peuvent aussi perdre la vie? J'en connais, ouais, qui peuvent aller plus loin que moi, mais j'ai envie de te dire que malheureusement, il y a des gens qui sont toujours plus extrêmes que toi, qui iront toujours plus loin, qui trouveront toujours un moyen d'y aller, et je salue leur courage, mais tu peux pas, c'est pas des gens que je suivrai, parce que tu sais, quand tu es dans un endroit comme ça, c'est la loterie. Tu peux pas dire à quelqu'un, il sait qu'il va pas mourir, donc il va pas mourir. Parce que c'est faux, tu vois. C'est toi et ton instinct. Si ton instinct te dit ça suffit, il n'y a rien qui t'oblige à le faire. Et c'est peut-être plus responsable de le faire, parce que tu parles d'une question de vie ou de mort, tu vois. Donc c'est comme ça. Après, les gens qui y vont, je leur dis bon courage, et j'espère que ça se passera bien pour toi. Si ça se passe mal, quelque part, est-ce que c'est ta faute? Oui et non. Oui, parce que c'est toi qui as décidé que ta limite était peut-être, t'as pas écouté des recommandations. Parce que généralement, avant de partir dans des endroits plus dangereux que où tu es déjà à la base, tu demandes l'avis à des gens. Tu demandes à des locaux, est-ce que c'est risqué, est-ce que c'est pas risqué? Et s'ils te disent oui, mais ça t'est risqué et péril, et que tu y vas, au moins tu aurais été prévenu, et puis tu as joué, tu as perdu. Tu vas pas à l'aveugle, quoi. Tu vas pas à l'aveugle. Bien sûr. Ce serait suicidaire. Ça serait suicidaire. Mais parfois, tu te retrouves dans des endroits où la situation est tellement compliquée que tu y vas à l'aveugle, en fait. Parce que tu n'as pas le choix, parce que c'est comme ça, en fait. Bien sûr. Mais du coup, je sais qu'on tourne beaucoup autour de la limite, etc. Mais est-ce que toi, tout ce que tu fais là, t'es quand même conscient qu'il y a un gros danger? Est-ce que parfois tu te dis que peut-être que je vais faire ce voyage-là et que je vais pas revenir? Mais je sais que c'est bizarre peut-être comme question, tu vois, mais vu les endroits que tu visites, et je pense que vous le verrez, de toute façon on partagera des photos et même des extraits de tes vidéos archives que tu as pu. Mais c'est vrai que les endroits où tu pars quand même, moi je me dis que si je vais dans un endroit comme ça, je me dis qu'il y a des chances que je puisse ne pas revenir pour ce que je veux, pour le travail que je veux faire en fait, pour le message que je veux divulguer. Donc moi je me demande, est-ce que toi parfois ça t'arrive, et si ça t'arrive, du coup comment t'arrives à gérer ce sentiment-là? Après si ça n'arrive pas, ma question elle saute, c'est pas grave. En fait, bien sûr que si, ça arrive tout le temps. Tu sais que même moi je me dis, de toute façon, en fait, ce que j'ai vécu,
je me dis que le plus grand danger que je peux avoir, c'est même pas de mourir dans un bombardement ou qu'un mec me tire dessus, c'est dans des accidents de tous les jours. Par exemple, tu vois, je crois que j'en ai jamais parlé à la personne, mais quand je suis allé en Syrie, je suis passé par l'Irak, tu vois. Et tu sais quand est-ce que, dans tout ce voyage-là en Syrie, en Irak, tu sais quand est-ce que je me suis dit je vais mourir? C'est parce que j'ai failli avoir un accident de voiture en Irak, Ah ouais, d'accord. Ah ouais. tu vois. Donc, les accidents les plus graves que tu peux avoir, c'est des accidents quotidiens. En fait, Mhm. c'est même pas sur une ligne de front parce qu'il y a une bombe qui tombe dessus. Donc, en fait, le danger, il peut être aussi dans la vie de tous les jours. Et forcément, oui, quand tu es dans un pays aussi dur, je me dis, il y a des possibilités que je revienne pas, Ouais. tu vois. Mais c'est moi qui décide la limite de ce qu'on me propose. Ouais. Et, et bien sûr, je me dis, bah, comment est-ce que je le gère? C'est difficile, hein, tu vois. Je me dis, je connais ma zone de confort. Si je dis non, si mon instinct me dit non, j'y vais pas. Parce que tu vois, dans un pays en guerre, t'as pas une guerre totale partout. C'est pas dans chaque coin de mur que tu as des bombardements. Tu as des zones, ce qu'on appelle de basse intensité et de haute intensité. Tu vois, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, si tu vas en Normandie, c'est la zone de haute intensité. Si tu vas à Toulouse, Ouais. c'est une zone de combat de basse intensité. C'est un peu D'accord. ça, tu vois. Donc quand tu es dans un pays en conflit, tu décides un petit peu de ce que tu vas faire ou pas. Mm. Tu décides d'aller sur la ligne de front, c'est ton choix, tu as plus de risques. Ou ça se trouve, tu décides de documenter autre chose qui ne se passe pas derrière. C'est une zone de plus basse intensité, D'accord. mais dans un pays comme la Syrie, comme tu as l'État islamique qui est présent, bah, tu as une zone de haute intensité un peu partout, tu vois. Mm. Mais ouais, forcément, tu te dis, tu peux ne jamais revenir. Tu peux, euh, tu peux mourir, tu peux avoir un accident de tous les jours. Enfin, c'est là que je me suis dit, en fait, ce que moi j'ai peur de plus, c'est vraiment dans des petites choses. Tu te rends compte que, ouais, bah là, tu vois, j'ai failli avoir un accident de voiture en Irak, Mm. mais quand je suis revenu de Syrie, sur mon voyage de retour, le gars qui était censé venir me chercher, il a eu un accident de voiture mortel, tu vois. Oh, merde. Et du coup, moi, je suis rentré par d'autres moyens, tu vois. Mais le gars, je pensais pas, tu vois, qu'il allait avoir un accident de voiture, mais il a eu un accident de voiture. Ah ouais. Chaud quand même. C'est chaud. Et C'est l'autre chaud. chose aussi, c'est pour continuer un peu de parler de tes projets, il y en avait un que tu as fait en Ukraine. Et justement, moi, il y a c'est pas une vidéo qui m'a choqué parce que c'est pas la première fois que je voyais des enfants soldats à la télé, tu vois, en image. Mais je sais pas pourquoi, le fait de l'avoir vu en Ukraine, je pensais pas en fait voir ça. Je sais pas, je me disais plus que en Ukraine c'était plus dans ceux qui sont au début de l'adolescence qui commençaient à viser, mais justement dans la vidéo on voyait vraiment que c'était genre des gamins, tu vois. C'est 8 à 14, je crois que. 8, 17 8, même. 17. 17, ouais. Donc, moi je pensais dans ma tête, moi je me disais qu'ils visaient ceux qui sont vraiment au début de l'adolescence, mais pas avant. Mm. Donc du coup, parlons un peu de ce reportage que tu as pu faire en Ukraine. Bah déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand j'en parle, les gens ne savent pas que l'Ukraine est le dernier conflit ouvert d'Europe. Ils savent pas qu'il y a des guerres en Europe. Mm. Donc c'est le cas, déjà de 1. Et j'ai visité une région en fait qui était en gros une région rebelle. Ils sont rebelles au gouvernement, c'est une région séparatiste et ils ont déclaré ce qu'on appelle un État sécessionniste. Ils ont créé une république qui est reconnue par personne, en tout cas à l'ONU, et ils ont dit c'est notre territoire, c'est notre pays et on va créer la République populaire de Donetsk. Et là-bas, si tu veux, imagine-toi, si tu veux créer un pays, qu'est-ce que tu crées en premier? Tu crées des administrations, mais tu veux aussi créer un sentiment de citoyenneté. Et tu veux transmettre un peu ce combat aux futures générations. Et ils le font avec des clubs patriotiques. Donc c'est des enfants qui ont entre 8 et 17 ans, qui se rassemblent, qui apprennent le MMA, qui apprennent à se battre, à se battre avec des boucliers et des battes, mais aussi à monter et démonter des AK-47, Les armes à feu. les armes à feu. Donc quelque part dedans, je vais dire, est-ce que c'était étonnant que ça arrive? Non, en Europe, encore moins, mais c'est un peu la dureté de la guerre, tu vois. Mm. La Bien sûr. guerre, ça se joue aussi dans la politique chez les enfants, parce que c'est eux les futurs combattants. Ouais. Tu vois, quand t'es engagé dans un conflit comme ça, t'es parti pour au moins 20 ans. Bah, bien sûr. Et dans 20 ans, dans 15 ans, les mecs qui ont 17 ans, ils en ont 30, Mm. et les mecs qui ont 8 ans, ils ont 18-20 ans. Ils ont Ouais. l'âge de se battre. Donc quand tu as 8 ans et tu grandis depuis que tu es tout jeune dans un truc qu'on te dit, tu es dans une zone rebelle, tu dois défendre ta culture, c'est là que tout se joue, et c'est toi le futur. Mm. Mais le futur, il nous faut des futurs combattants. Et tu en fais partie. Et depuis que tu es tout jeune, tu es endoctriné comme ça. Bien sûr. Bah, personnellement, moi, je trouve que ça me fait du mal, parce que c'est des enfances gâchées, Mm. ça arrive, mais c'est la dure réalité de la guerre, tu vois.
Ouais. Ouais. C'est chaud quand même hein, de se dire que. Bah, déjà qu'en Europe, enfin, c'est pas étonnant, mais quand même de se dire qu'en Europe, il y a des pays qui se retrouvent encore toujours dans cette situation-là. Tu dis que c'est Un chaud, conflit tu vois. ouvert, Donc, ouais. en plus, un conflit ouvert, c'est-à-dire Ouais. que ils ont pas. Enfin, je suppose que là-bas, il y a dans leur gouvernement, et quasiment personne n'a son mot à dire. Alors, c'est un peu. Comment dire n'est pas, personne n'a son mot à dire, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est tout le monde qui se mêle un peu de ce qui se passe là-bas. Tu vois, donc du coup, je me dis que ça peut. C'est chaud. C'est Et compliqué. dans ces photoreportages que tu fais, est-ce que c'est toi qui choisis ces destinations? Est-ce que c'est toi qui te dis je veux aller documenter ce dernier conflit ouvert en Europe? Ou est-ce que c'est l'agence ou des clients à toi qui te demandent de te déplacer pour le documenter? Il y a un peu de tout en fait. Si tu veux, sur les premières zones comme le Liban que j'ai faites, bah, en fait, c'est toujours ces sujets qui m'ont toujours intéressé, la guerre civile syrienne. Mhm. Parce que depuis le lycée, en fait, je m'intéresse au printemps arabe et même à ce pays-là. Et donc, je me suis dit, bon, c'est une aubaine puisqu'il m'envoie au Liban documenter les réfugiés syriens. Et il y a des trucs que j'ai moins choisis, comme par exemple aller au Soudan, au Darfour, Ok. mais l'Ukraine, je l'ai choisi. C'est D'accord. même le moment où j'ai arrêté un petit peu, j'ai arrêté de travailler pour des ONG. Je me suis dit que je vais avoir un travail peut-être un peu plus photojournalistique. Et je me suis dit, j'ai envie de parler d'un sujet qui est compliqué, d'un sujet de conflit. Mais le problème, c'est que j'ai remarqué que l'un de ceux où on parle le moins, c'est l'Ukraine, alors que c'est un sujet qui est quand même important, ce qui concerne l'Europe, et c'est un Absolument. conflit qui était démarré bah, après parce que des gens voulaient entrer dans l'Union européenne, tu vois. Ok. Euh, et avant que tu travailles avec le collectif, tu travailles pour des ONG, est-ce que tu penses que ta vision, ta perception de ton travail, comment tu documentes, elle a changé? Euh, en fait, ouais, énormément, même jusqu'à aujourd'hui. En fait, je Est-ce me que suis tu es rendu plus compte, libre en fait de certaines choses ou pas? forcément, quand tu es indépendant, tu es quand même plus libre. Quand je travaille pour des ONG, une ONG, en réalité, faut un petit peu désacraliser ça, c'est comme une entreprise. Une entreprise, elle a une vision, elle a des opinions, elle est politique. Mhm. Donc forcément, elle va accepter que que j'aille dans leur vision. Ça veut dire que par exemple, si une ONG défend des droits de l'homme, elle va aller dans ce sens-là. Mais si par exemple, je vais travailler sur quelque chose qui est un peu différent et qui ne rentre pas dans leurs valeurs, ils vont se dire c'est pas pour nous. D'accord. Donc forcément, il faut coller à la vision de l'ONG, de l'entreprise. Et quelque part, tu vois, je trouve que des fois, on peut trouver un peu de malhonnêteté dedans. C'est pas que c'est pas que ça ne l'est pas tout le temps, mais la manière dont on nous impose les choses, le fait est qu'on part d'une opinion et qu'on cherche juste à la confirmer, Mhm. bah, ça influence énormément notre travail. Alors que tu vois, quand tu documentes des trucs aussi durs que la guerre, il n'y a pas de vérité dans une guerre. C'est Non. hyper compliqué. Tu peux pas trouver, débarquer et dire je vais trouver la vérité parce que ça n'arrive jamais. Mhm. Et le truc que tu peux faire le plus souvent, c'est être honnête. Et la plupart du temps, bah, les ONG, bah, parfois, je ne vais pas dire que c'est malhonnête, mais je ne vais pas te citer de nom non plus, mais quand une ONG m'envoie en disant il faut que tu cadres des enfants qui sourient ou qui pleurent ou avec des crottes de nez, ça, en fait, tu joues le rôle d'un communicant. C'est vraiment Ouais. ce qu'on t'a dit. C'est, Mais j'ai- Ah ouais. je C'est ouf, te quand crois même. absolument C'est fou là-dessus. quand même. Ouais. Enfin, je dis pas que c'est faux, mais je dis que c'est fou quand même d'entendre ça. Et j'imagine que Ouais, c'est c'est. vrai, Enfin, on va pas citer d'ONG, mais je peux te la poser comme ça la question. Mais j'imagine que c'est une grande ONG, peut-être qu'on voit beaucoup, enfin, qui est très très présente. Regarde là, elle essaie de qui- faire la charade. qui est très grande, qui est un petit peu bleue. Ok. Voilà. Ouais, Et, ouais, ouais, non, mais oui. parce qu'ils ont des guidelines, tu vois, qui te disent, Bien bah, sûr. nous, si jamais tu fais des photos, il faut que ça réponde à ça. Il faut que tu nous mets dans une situation où on est mis en valeur. Mhm. Tu vois, par exemple, je ne sais toujours pas de nom, mais j'ai déjà vu des ONG où on me dit documente une distribution et qu'on est au milieu d'un désert, dans un camp, et que tout le monde crève la faim et que les gens commencent à se battre dans la distribution parce qu'elle est mal gérée. Ouais. Et que, en fait, parce que Ouais. bah, parfois elle est bien gérée, mais parfois Mhm. elle ne l'est pas, et que les gens se battent et s'arrachent des sacs de riz, Ouais. ils se battent vraiment. Est-ce que tu as envie que cette photo soit publiée? Quelque part, moi je suis honnête en photographiant ça, Bien sûr, mais est-ce que l'ONG va dire notre distribution s'est mal passée bien sûr. et que des gens se battent? Mm. Parce que c'est pas aussi ce que le public attend d'eux. Donc quelque part, c'est pas quelque chose sur lequel moi je me suis dit, bon, il y a des choses sur lesquelles, bon, c'est un exemple, il y a des choses beaucoup plus graves que ça, mais notamment, bah,
des ONG qui collaborent avec certaines personnes ou pas, tu vois. Et tu peux pas en parler parce que ça va à contresens pour qui tu travailles, avec qui tu travailles, mais ça serait honnête de le dire, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, de toute façon, l'honnêteté, hein, j'ai envie de te dire, c'est quand même. C'est un travail. C'est un travail, mais surtout que les gens, ils aiment pas l'honnêteté, j'ai l'impression, pas tout le temps en tout cas. Juste quand on les arrange. Mais je pense que quand profit il y a, honnêteté est un petit peu floutée, parfois. C'est dommage. Ce qui est dommage. Si tu veux, en tout cas, mon honnêteté ne leur plaira pas. Tu vois, ça collera, ça ne confirmera pas leur réalité. Tu vois. Bien sûr. Ouais, c'est sûr. Bien sûr. C'est sûr. En parlant de. Wow, ça va ou quoi? Casse la maison. D'ailleurs, en parlant de. En parlant de réalité, moi, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ton travail, c'est que certes, tu travailles dans le Moyen-Orient, tu travailles aussi l'Europe de l'Est, mais que tu travailles aussi en Île-de-France. Et tu as fait un projet qui s'appelle Lost Paradise. Incroyable. Que j'ai bien aimé. Et je pense qu'il n'est pas fini. Pas du tout. Il n'est pas fini. C'est que le début, en j'ai vrai. hâte de voir le résultat final. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de Lost Paradise pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, Lost Paradise, c'est un projet sur la migration en Île-de-France et dans les banlieues de Paris. Et comme on habite tous à côté, c'est à côté de chez moi. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, j'ai voyagé dans des pays d'Afrique, que ce soit au Sénégal ou au Soudan, et tout le monde me parlait de ce qu'on appelle le fameux rêve européen. Absolument. Et moi, j'essaie un petit peu de déconstruire ce mythe-là à travers ce projet. C'est la première fois que j'entends ça. C'est vrai? Ah bon? J'ai juste entendu The American Dream, mais Il y jamais a- le rêve européen. Faut juste te dire la vérité. C'est vrai. Ouais. Tu vas dans tout le Maghreb, Mhm. tu parles de la France, ils ont l'impression que tu es un millionnaire. Ouais. Tu vas en Oui, Algérie. d'accord, ok. On Et veut je absolument vois maintenant aller de quoi tu me parles. en Europe. Mais j'ai et- jamais entendu le mot Le mot rêve européen. Ouais. Oui. Mais je vois de quoi tu me parles. Le rêve européen, c'est un rêve que tous les migrants ont. C'est Absolument. avoir les papiers, à travailler et vivre en Europe. Tu vois, n'importe quel pays pense que l'Europe, c'est une sorte de rêve parce que, tu vois, même la France, c'est le pays des droits de l'homme, et beaucoup, aujourd'hui moins, tu vois, mais à l'époque de 2015, 2016, 2017, les gens avaient cette vision de la France qui va les accueillir, ils auront les papiers, et c'est pas le cas, c'est beaucoup plus dur qu'on ne le pense, tu vois. Et finalement, tu vois, les gens qui sont partis en 2016, 2017, ils arrivent qu'aujourd'hui parce qu'ils sont emprisonnés en Libye pendant 2 ans, et ils arrivent, ils tombent dans un piège européen, dans un truc dans un paradis perdu, tu vois. Un piège, ouais. Lost Paradise. Ah, t'es chaud, toi. On essaye. Ok, non, mais c'est pas mal. Et du coup, donc Lost Paradise, ça englobe toutes les actions, tous les migrants justement que tu peux retrouver sur ton chemin, ou même dans les camps, justement sur l'Île-de-France. Et j'ai vu que tu avais participé à celui quand ils ont justement Démanteler. Quand ils ont démantelé, c'était à en fait, Saint-Denis. le camp de Saint-Denis. Ouais. Donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais déjà sur place avant même que ça arrive? Ou peut-être tu as eu écho du déplacement que la police allait faire pour pouvoir Alors, y assister? ce camp-là, c'était le camp de l'Écluse. Et il y avait déjà, c'est l'un des plus grands camps dernièrement. Il y avait à peu près 2500 personnes. Mais le dernier soir, je pense qu'ils étaient à plus de 3000, 3500. Ils avaient l'air d'être vraiment beaucoup. Ouais, hein. ils étaient beaucoup. Et ce camp-là, en fait, ça faisait déjà un peu plus d'un mois que je travaillais dedans D'accord. avec une petite ONG et aussi avec une autre photographe avec qui je suis en binôme sur ce projet-là. Et on y allait souvent, des fois on y allait même tous les jours, on documentait ça déjà premièrement pour se faire accepter, parce que ce camp était hyper intéressant. Dans ce projet, moi qui m'intéresse, c'est pourquoi l'avoir au long cours, c'est pour photographier des choses banales, tu vois, comme des mecs qui regardent un match de foot. Tu vois, c'est un truc que tu penses pas qu'un migrant fait, mais ils regardent un match de foot sur leur téléphone, ils prient, ils jouent au foot, ils font les trucs que nous aussi on fait, tu vois. Ils prennent des selfies. Ils se prennent en selfie, ils ont une boulangerie, tu vois, dans un camp. Ils ont leur vie, tu vois. Mais c'est une société un peu parallèle et en gros, ça faisait déjà un mois que je travaillais là-bas. On avait eu des rumeurs, on savait instinctivement que ce camp n'allait pas rester. Il y a trop de monde, 2500 personnes devant le Stade de France. C'est sûr que ça allait démanteler, c'est beaucoup trop gros. Et donc on attendait un petit peu l'arrivée de cette évacuation. Et il y avait des rumeurs qui circulaient plus ou moins. Et on a été prévenu que vraiment 2 jours en avant, que la police allait démanteler tout le camp et que vous allez tous être relogés pour l'hiver dans des gymnases. Du coup, le démantèlement, ça commence généralement à 6h30 du matin. Ouais, c'est vrai. Moi, j'y suis allé à 2h30 pour passer un peu la soirée avec eux, pour voir comment est-ce qu'ils se préparaient.
Et Parce que eux, comment ils se préparaient? Parce qu'ils avaient eu écho aussi qu'ils allaient se faire démanteler. c'est ça. Mais comme ils ont écho, pourquoi est-ce que le dernier soir c'est passé de 2500 à quasiment 3000, voire 3500? Je sais pas, j'ai pas compté. Mais c'est parce que tout le monde a entendu parler, le bouche-oreille va trop vite. Ouais, Et bah que oui. les personnes se disent, je veux avoir de la place. Du coup, tous les gens qui viennent un peu d'ailleurs, qui viennent de d'autres portes de la Chapelle, d'Aubervilliers, ils se sont Ils tous se greffent rassemblés. sur ce... Ils se greffent sur ce camp-là. Du coup, les comptes sont pas bons. Il y en a plus que prévu. Et c'était une catastrophe. D'accord. Ce démantèlement, c'était une catastrophe. La police, bon, déjà de 1, elle était en retard. Et tout le monde n'a pas trouvé de place dans les cars. Normalement, la police et le gouvernement ont obligation de reloger tout le monde quand ils délogent un camp. Parce que, au-delà de simplement dire que les gens dégagent, les tentes, les gens ne les récupèrent pas. Ok. Ils détruisent le matériel. Et notamment, tu avais une association qui s'appelle Utopia, Ouais. qui a essayé de rapatrier toutes les tentes. Et la police a dit, vous n'y touchez pas. Oh, ça va à la déchetterie. Alors que le deal à la base, c'était notamment, on les garde. Ils sont même fait gazer. Je me suis fait gazer avec les migrants quand ils ont géré les places dans les bus. C'était une catastrophe. Et il restait à peu près 500 personnes sur le côté. Et ils ont été chassés dans la rue, Ah ouais. tu vois. Et C'est un truc de du coup, ils respectent vraiment leur engagement en relogeant ces personnes-là, Je si pense tu le pas. sais ou pas. C'est temporaire, tu vois. Et Ouais. j'ai des amis, j'ai des contacts avec des Afghans, des Soudanais qui me disent, ok, là je suis dans un gymnase pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne sait pas, on va rester combien de temps, ou soit dans des hôtels, ou soit ils sont déplacés vraiment très loin dans d'autres régions de France. Et c'est temporaire. Donc certains sont déjà ressortis, d'autres pas encore. Mais En gros, c'est un cycle qui se répète parfois. C'est pour un certaines cycle. personnes. dis-toi que en 4-5 ans, c'est au moins le 70e démantèlement, tu vois, c'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est-à-dire, ça t'est déjà arrivé de recroiser des personnes qui ont eu ce logement temporaire et les retrouver encore une fois Dans la rue, les ouais. camps? Dans la rue, ouais. putain. Et même ce que tu remarques, tu vois, dans un phénomène que moi j'ai pu observer, que même d'autres photographes ou journalistes ont vu, c'est que les camps, ils se sont tous déplacés du centre de Paris vers les banlieues où tout le monde s'en fout en fait. Le problème, il veut juste repousser ce problème-là pour qu'il soit de moins en moins visible, Bien sûr. Ouais. tu vois. Putain, mais c'est chaud quand Mais même. c'est pas traité dans le fond, c'est pas du tout traité, quoi. Alors, il y a des gens qui s'en sortent. Je ne vais pas dire que non plus le gouvernement ne donne aucune chance, mais c'est difficile de demander l'asile en France. Bien sûr. Ils donnent des chances, mais quand tu regardes le volume de gens qui s'en sortent et d'autres qui s'en sortent pas, il n'y en a pas tellement, tu vois. Après, faut le nuancer aussi, où en réalité, tout le monde n'a pas forcément la bonne méthodologie pour avoir ces démarches qui sont compliquées. Et il y a aussi un peu de sabotage. Il y a des gens, comme ils n'ont pas exactement ce qu'ils veulent, ils changent d'avis, donc ils se retrouvent encore à la rue. Donc c'est un peu compliqué. Il y a tellement de choses à dire que c'est un peu tout, tu vois. Mais le gouvernement ne fait pas réellement son boulot, quoi. Et on en parlait tout à l'heure, on avait lu qu'il y a eu des plaintes qui ont été déposées contre le gouvernement qui, justement, ne font pas le nécessaire Vous pour l'avez prendre lu action. quand, où, quelle heure? Moi, Tout j'ai à pas l'heure, lu on ça en aussi. parlait. En fait, tout à l'heure, on parlait de ce projet, en fait, Ok, de Lost d'accord. Paradise. Et moi, je le savais pas. Je suis assez impressionnée parce qu'il y a eu En plusieurs sachant que- plaintes. Attends, pour te dire, parce qu'elle avait tellement été touchée par ça qu'elle pensait pas que ça arrivait. Non, on veut pas pou, parce qu'elle pensait pas que ça arrivait, que c'était en Île-de-France. Ouais. Et en fait, moi, je l'avais remarqué quand c'était. Je pense que c'était la photo où tu rasais, où l'un des Il coupe les migrants, cheveux. il coupait les cheveux. Mm. Et tu avais une photo, en fait, qui indiquait, je crois que c'était le nom d'une rue, ou bien il y avait un panneau. Je dis, mais Ça, c'était ouais. pas loin de Bobigny ou quelque chose comme ça. Je crois que c'était ça. Ouais. Elle voulait pas y croire que c'était en Non. Île-de-France. J'ai dit, ah si, enfin, en banlieue, parfois, tu vois des trucs, mais tu te dis, c'est chaud. Mm. C'est chaud, c'est limite. Parfois, j'ai l'impression que ça se rapproche plus de. Tu sais, vous avez vu Banlieue 13 Ultimatum? Ultimatum, Ouais. ouais, bien sûr. Eh ben, je trouvais il y avait des endroits qui ressemblaient vachement à ça. Et je dis, putain, ouais, c'est chaud, tu vois. Genre, Mm. je sais pas si le mec il était futuriste ou pas, mais en tout cas, je me suis dit que là, on est vraiment pas loin de. Enfin, c'est pas loin de la fiction presque, tu vois. Parce Ouais. qu'il y en a vraiment qui arrivent à bien vivre. Je suppose que tu as dû passer même beaucoup de moments avec eux, d'ailleurs, par exemple, en regardant La Cannes. la Cannes, voilà, La c'était Cannes, ça, ouais. en regardant la Cannes. Donc, tu vois, moi, je trouve ça. C'est chaud parce que justement, on traite pas leurs demandes, alors que ces personnes-là, enfin, elles ont quitté leur pays parfois pour les mêmes raisons que certains parents qui aujourd'hui ont un logement, ont un travail, vivent bien. Absolument. Et aujourd'hui, on leur refuse cette aide, mais qu'ils arrivent toujours quand même à trouver des moments de paradis,
en fait. C'est-à-dire partager des moments sportifs avec des personnes qu'ils ont pu rencontrer, comme je peux en partager avec une personne dans un bar si je vais à l'étranger, tu vois, ou bien aller chercher son pain à la boulangerie du camp, me dire bon aujourd'hui je vais aller me couper les cheveux, tu vois, après je vais faire mon petit tour dans Paris comme la plupart d'entre eux font, tu vois, donc des moments moi, je trouve humains, ça quoi. ouf, c'est ça en fait, d'avoir une vie en fait comme n'importe quel être humain. Donc du coup moi je trouve ça, faut avoir une grande force d'esprit je pense pour supporter ce qu'ils vivent eux, parce que ils sont loin de leur famille, c'est compliqué, c'est évident. beaucoup de souffrance franchement, et c'est vrai ça. que quand tu parles de ces choses très humaines, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment émue, d'une part parce que ça se passe là derrière notre porte, tu vois, et face à tant de souffrances, ces comportements humains qui sont là, qui sont présents, pour moi, ça me touche un truc de fou. Imagine Enfin, nous, on n'arrive pas à imaginer ce que c'est cette souffrance d'être déplacé de point A à point B, de ne pas voir les êtres que t'aimes, d'essayer d'apporter un petit peu de ta culture dans un endroit comme ici, où on parlait tout à l'heure tu sais, la boulangerie dans ce camp. Cette force humaine, c'est impressionnant. Et du coup, tu vois, justement par rapport à ça, avec le travail de photoreportage que tu fais, qu'est-ce que tu espères toi, c'est plus de l'information que tu essaies d'apporter, ou bien dans ta tête, tu te dis, quand je partage ça, j'espère quand même qu'il y aura un changement. Parce que en réalité, c'est quand même assez... Là, je me mets un peu dans une neutralité, tu vois. C'est pas forcément ce que je pense. Parce que d'un côté, je me dis, je suis le gouvernement, ok, très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de migrants qui ont quitté leur pays pour X ou Z raisons. Ils ont besoin d'aide. Mais le problème, c'est que l'argent, des fois, c'est compliqué. Tu vois, parce qu'il faut créer du logement. On est beaucoup. Tu vois, on est déjà beaucoup, mais c'est vrai qu'on est beaucoup quand même en Ile-de-France sur Paris. Tu as déjà des familles qui ont peut-être un logement, mais qui sont aussi dans des situations précaires, qui eux aussi ont besoin parfois d'être relogés. Donc du coup, toi, en prenant toutes ces informations-là en compte, parce qu'en se disant que eux, c'est un peu relou pour eux de changer de point A à point B, mais d'un côté, il y a aussi une réalité qui fait que on a aussi des citoyens qui sont déjà ici, qui sont déjà dans une position compliquée, il faut que aussi on les aide. Du coup, toi, avec tout ça, qu'est-ce que tu espères qui pourrait se passer en nous informant justement de ces situations-là? C'est une question qui est compliquée. C'est compliqué, hein. Mais j'ai envie de te dire que j'espère un changement, peut-être pas avec mes photos, mais disons que moi je pense à un truc, et notamment je pense à ma famille quand je dis ça, mais je pense qu'on meurt 2 fois. Et la deuxième fois, c'est quand on est oublié. Et le truc, c'est que, tu vois, photographier, c'est une manière de ne pas oublier. Donc pour moi, quelque part, je travaille peut-être un peu plus, on va dire, pour la mémoire que vraiment faire bouger des choses. C'est très prétentieux de dire que mes photos vont changer le gouvernement. Mais quand je te montre une photo qu'un gars qui se fait coiffer dans un squat à Paris, tu me dis, c'est un truc de ouf, en fait, ça se passe à Aubervilliers. De un, tu peux plus, maintenant que tu l'as vu, tu le sais, et que tu ne l'oublieras peut-être pas. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais en final, tu vois, moi je trouve que je vais peut-être pas... Enfin, j'ai l'impression de voir ce que ton grand-père a voulu faire. Tu vois, quand tu parles de ça. Et du coup, je trouve ça encore peut-être que tu le fais, peut-être que je te dis ça, peut-être que c'était pas du tout le cas, tu vois, désolé si c'est ça. Mais je trouve ça encore plus beau, justement, par rapport à ton travail, à ton parcours. Parce que tu mets quand même la mémoire plus en avant que... Enfin, tu mets la mémoire en avant, et comme tu dis, c'est genre... tu meurs 2 fois, et la deuxième fois quand tu meurs, c'est quand on t'oublie. Tu vois. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui... D'autres personnes peut-être ne vont pas comprendre et vont pas être d'accord, mais je pense que c'est quelque chose qui est plutôt bien. Tu vois, au moins, comme tu dis, t'as pas la prétention de dire que mon travail, ça va changer la vie du gouvernement. Non, tu restes quand même
as l'air d'avoir les pieds bien sur terre et de rester quand même bien réaliste, tu vois. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt bien parce qu'en fait, tu caches pas ton travail, quoi. Bien sûr. Je pense que tu es conscient que qu'il y a des personnes qui sont pas d'accord avec toi, mais tu t'en fous. Donc, du coup, je trouve ça plutôt beau, c'est bien. Après, c'est peut-être une vision qui est trop romantique, hein, de dire vas-y, je le fais pour ça, mais en tout cas, pour l'instant, moi, je le conçois comme ça me donne bonne conscience en tout cas. Et pour l'instant, c'est comme ça. Après, si ça change rien et puis on me dit bah ça changera jamais rien, c'est pas grave, je le ferai quand même. Ouais. Bah, c'est bien, au moins tu restes vrai à tes valeurs et à ce que tu fais. Et à ton travail surtout, c'est ça le plus important. Tu vois. Et puis ça se retranscrit dans ton travail du coup. Grave. Ouais. Et du coup, tout en restant dans l'Île-de-France, donc tu as aussi participé à des manifestations telles que pour les Gilets jaunes et dernièrement par rapport à la loi de sécurité globale. Ouais. Donc du coup, pour les personnes peut-être qui nous écoutent et qui ne sont pas vraiment au courant de ce que représente je sais pas si je peux dire le danger, mais la menace, peut-être la menace que représente cette loi en fait pour tous les journalistes en fait, et notamment les photos reporters, parce que je pense pas que vous êtes très, très apprécié par la police. Donc du coup, explique-nous un peu justement cette menace-là et aussi justement lors de ces manifestations-là, est-ce que tu as pu subir aussi des violences enfin, auxquelles tu t'y attendais pas, tu vois, tu te disais non, vas-y tranquille, je vais faire mon travail et d'un coup, tu vois, Tu m'appelles. tu sais pas, tu vois, et d'un coup on t'attaque, tu vois, donc j'aimerais bien que tu nous expliques tout ça, s'il te plaît. Alors, la loi sécurité globale, elle permet notamment le floutage des policiers qui sont en manifestation, et même de façon systématique, parce que ça pourrait porter atteinte à leur sécurité. D'accord. Donc le problème, pas d'ailleurs, c'est que si on photographie un policier qui commet un acte de violence, parce qu'on l'a flouté, ça va bien se passer. Oh, pardon, je suis désolé. parce qu'on l'a flouté, on pourrait ne pas le reconnaître, on peut pas l'identifier. Et aujourd'hui, on dit toujours que chaque policier doit porter un RIO, un numéro d'identification, sauf que c'est pas systématique et ce qui est même rare en fait. T'as l'impression que c'est une option alors que c'est obligatoire. Ok. Mais du coup, si on floute quelqu'un qui commet un acte de violence comme la police et qu'on regarde aujourd'hui, ils ont des comportements souvent excessifs et en plus, ils se rapportent beaucoup plus d'une milice, bah, où est la justice et comment est-ce qu'on fait la justice quoi. Oui, c'est ça. Donc c'est une vraie menace parce qu'on peut pas le montrer, on peut pas le dénoncer. Et si on le dénonce, et ben en fait, on est hors de la loi. Donc pour nous, c'est une vraie menace. Ça veut dire qu'on ne peut pas exercer notre métier de façon tranquille et qu'en réalité, ça a aussi une menace pour la liberté, pour la liberté d'expression, mais aussi pour les citoyens. Parce que si jamais demain, tu te fais taper par un policier, je l'ai pris en photo, mais on me dit que tu ne peux pas le montrer parce que tu dois le flouter, jamais on le retrouvera. Et il n'y a pas de justice. Et pourtant, et d'ailleurs, en plus, cette loi, c'est justement qui est-ce qui décide si cette photo elle met en danger ou pas le policier? Justement, c'est le gouvernement qui décide, mais finalement, tu vois, c'est un texte qui est tellement flou c'est ce que j'allais dire. Et approximatif que ça peut être un fourre-tout, tu vois. Si demain j'ai pris un policier, imagine j'ai photographié Benalla alors qu'il n'était pas censé être là. Finalement, si cette photo, je l'ai pris avant même que ça pète et il n'est pas censé être là, il n'est pas censé avoir un brassard police, bah tu peux te poser des questions. Donc si le gouvernement dit cette photo est dangereuse et moi je vois pas pourquoi, mais elle me dit c'est la loi parce qu'elle est dangereuse parce qu'on voit un policier, j'ai dit ok je la floute et jamais tu as le scandale sur Benalla qui sort, tu vois. Bien sûr. Ouais. Donc donc tu vois c'est de toute façon tu vois quand t'as une démocratie qui est en danger, les premières personnes sur qui on tape c'est les journalistes, tu vois, parce que c'est en dénonçant ce genre de choses qu'on permet de remettre en question aussi notre démocratie et les excès tu vois qui est avec. Et après, tu parles notamment des trucs que j'ai subis, les coups de matraque, les menaces. J'ai eu un contrôle de police hyper vénère un jour. C'était les Gilets jaunes. Un soir, en fait, j'étais en binôme avec un photographe qui avait déjà pris une bonne grenade de désencerclement. C'est une grenade qui contient une charge de TNT. Si tu la tiens à la main, tu n'as plus de main. Et ça te projette des billes en caoutchouc. Donc lui, il s'est mangé un truc pas loin. Et je m'appelle, il avait un trou dans la cuisse, alors qu'il avait un jean, tu vois. Ça fait mal, hein. Et je vois, en fait, on savait un vrai trou. Il avait un petit trou, tu vois, ça faisait la taille d'une bille de pistolet à billes, tu vois. Ouais. Mais quand tu regardais, en fait, on savait qu'il était blessé parce qu'il y avait un peu de sang, tu vois, sur son jean. On se dit bon bah super. Donc on sort de la manif,
on s'écarte, mais vraiment loin. Et là, je marche dans la rue, je sais pas ce qui m'arrive, je me retrouve la tête par terre et je me retrouve qu'il y a un mec qui me tire par terre. Et en fait, c'était un mec, c'était un policier qui m'avait mis une balayette, il m'avait attrapé par le col, il m'avait tiré sur le trottoir. Parce que Comme ça. Ouais, comme ça. Et encore plus, il commence à me parler en chinois ou en anglais. Ah, le salaud. Et je lui dis non, je parle français, j'ai une carte, j'ai une carte de presse. Il me dit ah ok et tout, ouvre ton sac. Et j'avais absolument rien. Et le mec il me dit bonne journée. Je dis bah en fait t'aurais pas. Enfin je me dis il aurait pu. Commencer par ça sans mettre une Bah, baguette. ouais, T'aurais peut-être dû me dire. Enfin c'était hyper violent, tu vois genre. bah oui. C'est pas de sommation, par surprise, par derrière. Enfin truc de ouf quoi. Et Mais c'est chaud quand même. bah ouais c'est chaud tu vois. Et puis même tu sais t'as un truc ça tout le temps je l'ai eu. C'est des policiers qui t'arrêtent et qui veulent confisquer ton matériel avant que tu arrives en manif, alors que tu as une carte de presse. Normalement, Ils n'ont pas le droit, non? bah, en fait, eux, dans la loi, ils te disent qu'ils peuvent confisquer un matériel s'il est considéré comme un objet qui va servir à faire violence. Tu vois? C'est trop facile de faire ça. Bah oui. Du coup, moi, je me suis fait en disant, je sais que ça va partir en cacahuète, on est sur les gilets jaunes, et vous pouvez pas m'enlever un équipement de protection. Oui, mais qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas commettre des violences? Parce que vous avez cet équipement-là, donc vous savez qu'il y aura des violences. Je dis oui, c'est au cas où, tu vois. C'est un peu comme une capote. Et en fait, ça marche pas cet argument-là. Et heureusement que j'ai été sauvé plusieurs fois par des trucs bêtes, parce qu'il y a eu un appel ou parce qu'il y a un mec qui a insulté un policier. Du coup, il a dit vas-y, prends ton matériel et casse-toi. Mais ouais, j'ai des amis qui se sont fait confisquer leur matériel, casque, même des écharpes, masque à gaz, lunettes, tu vois. Et C'est chaud. tu vois. Donc eux, pour eux, dès qu'ils voyaient un objet qui pouvait servir aussi à se défendre contre tout ce qui peut se passer dans une manif, Ouais. ils disaient bah non, Alors, tu gardes pas. Quoi. Je vais le nuancer parce que c'est pas systématique, c'est pas tous les barrages de police que c'est Ok. arrivé, mais le problème c'est que la loi dépend trop de l'humeur des gens. Ah, Et des policiers. ouais. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ça peut être merci pour les oreilles. Pardon, désolé. Voilà. Mais ça peut être chaud quand même. Ah ouais. Mais du coup, en ayant vécu ça, en ayant vécu quand même de la violence durant ton travail en France, est-ce que ça t'est arrivé de te sentir justement dans des situations peut-être plus en danger que quand tu étais par exemple parti au Liban, voire même en Syrie, Ouais, même en Ukraine? carrément, tu vois, les manifs des Gilets jaunes, après, les images retransmettront jamais ce que tu vis sur le terrain, mais je me rappelle, un jour, j'étais place Charles de Gaulle Étoile avec l'Arc de Triomphe, et quand j'ai vu une charge policière arriver et que tout le monde allait les encercler, j'ai franchement eu chaud. Hein. Tout le monde allait les encercler, Ouais. les policiers? Ouais, les policiers. Par il y les avait- gilets jaunes? Ouais. Ah ouais, terrible. Ils sont arrivés, ils ont lancé des lacrymos, ça a dispersé les gens sur 100 mètres. Et quand ils sont arrivés au pied de l'Arc de Triomphe, tout le monde les a encerclés et j'ai vu des gens jeter des barrières. Ils avaient dépavé la place Étoile, tu vois. Il y avait donc en gros les pierres, elles sont de cette taille-là. Et ils les ont jetés sur les policiers. Et parfois, tu sais, comme tu es photographe, le problème c'est que j'ai des focales qui sont très courtes. Donc en fait, je dois être prêt. Et le problème c'est que des fois, j'ai vu des trucs voler par-dessus ma tête. Ah ouais. Et j'ai eu chaud. Tu sais que je me suis déjà mangé des roues de caddie parce qu'on visait mal, tu vois, ou des trucs comme ça. T'es Et, sérieux là? Ouais, Des roues de caddie? ouais. Mais ça fait mal en Tu sais, plus. Ouais. Après, j'avais un casque, tu vois, mais tu sais, les C'est trucs à lourd, en 3 plus. roues, là, Ouais, tu vois. ouais, je vois Il très y a un mec qui a bien. lancé ça comme un frisbee, et comme j'étais à 3 mètres d'un policier, il a pas mis assez de force, et C'est ça toi qui a l'as atterri pris. dans ma tête. J'ai fait waouh, quelle audace, tu vois, mais. Ah ouais, putain, chaud. mais Et là, du coup, est-ce que tu t'es mis. Parce que là, du coup, toi, tu faisais ton taf de photographe. Ouais. Mais t'étais quand même en plein centre du danger qu'un policier peut sentir à ce moment-là, tu vois. ouais. Et du coup, est-ce que ça a peut-être un peu changé ta vision de comment un policier peut aborder ce genre de situation-là? Mm. Parce qu'en vrai, il se retrouve dans une situation où, si je me défends pas, je crève, tu vois. Ouais. Genre, donc du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, bon, même si ils sont en tort, tu vois, ils ont leur tort, d'accord, ils ont beaucoup de tort même, je comprends quand même cette situation de se dire, là, je suis en danger du loup de mort, faut que je m'en sorte, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir cette situation-là inverse, justement? Bah, après, j'ai quand même de l'empathie pour certains, tu vois. Mhm. J'arrête pas de taper dans le vide, putain. T'inquiète. C'est pas grave, il y a Suprême. Il est caché par le gobelet, t'arrives. Mais j'ai un peu de l'empathie pour certains. Tous les policiers ne sont pas des mauvais policiers. Oui. Il existe des bons gars partout, tu vois. Il
il y a des explications sur pourquoi est-ce qu'il y a autant de débordements sur la police, et notamment après les attentats, tu vois. Et du 13 novembre, il y a eu de plus en plus de policiers qui ont été recrutés avec des critères moins hauts. Du coup, tu te retrouves un peu avec n'importe qui. Mais le truc, c'est que je me dis, ouais, si je me lève le matin en me disant que ouais, je vais peut-être me faire fumer cet après-midi par un millier de personnes qui sont en colère, bah, je me dis, ouais, c'est chaud pour lui, tu vois. Et ouais, le problème, c'est que malheureusement, c'est pas le policier le problème, c'est l'institution qui représente, donc c'est le gouvernement. Eux, imagine tes CRS, c'est ton boulot, tu as l'appart à payer. Si tu suis pas les ordres, bah, tu sors du rang, tu vois. Ouais. Donc, tu changes de métier, tu vois. Ouais. Et il y a des gens, ils peuvent pas se le permettre. Ouais. Donc, ouais, c'est pas facile des deux côtés, mais quelque part aussi, ou si tu as une certaine conscience, ou tu as bonne conscience, où tu réfléchis un peu à ce qui se passe, ils sont peut-être pas forcément du bon côté, tu vois. C'est vrai. Et après, il y a une image que moi j'avais vue un jour sur internet, très représentative, je trouve, que du rôle, enfin de l'image qu'aujourd'hui on a d'un flic, enfin d'un policier. C'est que t'as un démocrate, t'as un politicien derrière, tu sais, avec le chapeau à l'ancienne, la paire de lunettes, le monocle. Le monocle. Le monocle, c'est ça, avec un monocle et une laisse, et tu vois un policier accroupi autour de la laisse et qui est prêt à attaquer, tu vois. Même si cette image, elle peut être dure, désolé pour mes amis qui travaillent dans la police, mais même si cette image, elle peut être dure, je trouve qu'elle représente vachement l'image qu'aujourd'hui on a des flics, tu vois. Pourtant, je dis que des flics depuis tout à l'heure, moi je vais me faire incendier, mais bref, c'est pas grave. Ils ont compris, c'est pas méchant. Mais donc du coup, je trouve que cette image est vachement représentative parce que t'en as, enfin, pour ceux qui connaissent parfois qui ont des amis à eux ou bien des membres de leur famille qui sont policiers, je pense que pour eux, ça doit être peut-être assez difficile de voir parce qu'ils se voient pas là-dedans, tu vois. Ou bien, je sais qu'il y en a qui ont changé de service parce que c'était tout simplement plus supportable, ils ont préféré faire des tâches moins compliquées et qui vont pas les emmener là-dedans. Après, comme tu dis, t'en as, justement, ils ne peuvent pas avoir ce luxe de changer de travail parce qu'ils ont besoin de vivre, tu vois. Je me dis peut-être qu'il y en a, c'est peut-être la seule chose qu'ils ont dans leur vie pour pouvoir faire. Mais après, moi je pars du principe que quand tu fais un métier, c'est que tu connais le bien et le mal, tu pèses le pour et le contre. Après, à un moment donné, il faut prendre des décisions, tu vois. Dans la vie, aucune décision est facile. Donc, ça peut être compliqué pour d'autres personnes. Après, moi je dis que tu as toujours le choix. Donc, maintenant, après, si tu décides de rester dans ce rang-là, très bien, mais je me dis, comme ma mère me dit, hein, c'est quand tu as décidé de faire un choix, faut pas venir te plaindre après, surtout si tu as bien réfléchi et que tu as posé le pour et le contre. Ouais. Maintenant, après, tu sais que si tu veux changer les choses de toi-même, de l'intérieur, de là où tu travailles, bah, tu sais que tu auras des gros problèmes. Tu vas tomber sur des idiots, tu vas tomber comme ça peut être partagé, hein, les conversations qu'ils ont entre eux. Parfois, après, c'est pas toutes les brigades, mais en tout cas, des brigades qu'ils ont partagées. Tu peux te dire quand même, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, quoi. Parce que moi, je sais qu'il y en a qui travaillent dans des bureaux, ils en ont marre d'entendre des réflexions à tout va parfois. Ils pètent les plombs. Je me dis que c'est à peu près la même chose. Tu vois, c'est à une échelle différente parce que la police doit avoir un certain statut justement dans la société, mais ça reste la même chose. Maintenant, après, il y en a qui décident justement de démissionner, je vais faire autre chose. Après, t'en as qui continuent à se battre, mais qui parfois rencontrent des problèmes assez graves. Donc, non, pas assez graves, mais graves, tu vois, donc c'est chaud. Donc, comme je dis, on a toujours le choix. Ça, c'est vrai. Mais bon. C'est clair. Voilà quoi. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres pays où t'aimerais aller travailler, par exemple un pays, par exemple mon pays d'origine, justement, le Congo, parce que quand même il y a des choses très graves qui se passent là-bas. Et ça, les gens, enfin, c'est des choses graves, mais après, je pense que c'est un problème qui est beaucoup plus. Je pense que la source de ce problème-là est déjà beaucoup plus compliquée, beaucoup plus profonde que ce que les gens peuvent voir, ne serait-ce que sur Internet ou à la télé. Mais du coup, est-ce que ça, c'est un pays où, malgré le gros danger qui est quand même présent là-bas, où tu pourrais devoir aller faire photo-reportage là-bas? Bah, je t'en parle, mais il y a quelques années, j'avais l'idée d'un reportage là-bas, D'accord. tu vois, qui je trouvais intéressante. Je ne l'ai pas fait parce que, en fait, surtout par souci de moyens, je me suis dit que je vais plutôt me concentrer sur des zones géographiques. Donc, je suis resté plutôt sur le Moyen-Orient.
mais j'avais proposé un projet sur le Congo et notamment sur l'effet domino de l'exploitation de minerais. Ouais. Tu vois. Je me suis dit que c'était intéressant parce que ça permettait de parler d'un sujet qui était important de façon sociale, mais aussi parce qu'on est tous consommateurs de ces objets-là. Absolument, tous. Et t'as le coltan qui est un minerai qui est extrêmement rare, et comme par hasard, Il n'est que là-bas. il est que là-bas, que au Kivu, dans l'est du Congo. Comme c'est une région qui est énormément de ressources, comme par hasard, elle est extrêmement instable. Oui. Et du coup, je me suis dit que du coup, je voulais documenter vraiment cet effet domino. Qu'est-ce que ça provoquait déjà à une micro-échelle, notamment la création de mines. Ça crée des micro-économies. Là-bas, tu as des villes qui se créent autour des mines, enfin ce genre de choses. Oui. Mais ça s'est pas fait par manque de moyens et parce que tout le monde s'en foutait. Oui. Je pense que justement, comme tu dis, tout le monde s'en fout parce qu'ils savent que justement, là, c'est vraiment tout le monde qui est concerné. Bah oui, qui est c'est ça le concerné truc. par ça, tu vois. Ça touche jusqu'à des multinationales et donc ça ruisselle. Je sais pas si peut-être vous l'avez déjà vu, il y a un film, un documentaire qui est sorti il y a quelques années qui s'appelait Du sang dans nos portables. Ouais. Et J'en ai entendu parler. c'était un journaliste qui a commencé à étudier la question et il part sur, le documentaire part sur, bon, moi je consomme cette marque de téléphone depuis des années, depuis que j'ai acheté un premier téléphone, et là j'apprends que, et ce documentaire il dure une 50aine de minutes, et tu vois à quel point ce conflit armé, il est greffé un peu partout dans le monde via des multinationales, etc. Et à quel point c'est très compliqué de, documenter réellement ce qui se passe là-bas, et de deux, d'avoir des réponses sur les gens qui financent tout ça. Et donc j'imagine que quand tu dis tout le monde s'en fout, j'arrive à imaginer, je pense que au-delà du tout le monde s'en fout, je pense qu'il y a des choses qu'on ne veut peut-être pas mettre du tout en lumière. Après, je pense que ça remet surtout en question le confort de tout le monde. Oui, aussi. Ouais. Du coup, parce qu'en vrai, la question, quand tu vois ça, oui, c'est très dur à voir, c'est beaucoup de morts, c'est même très politique aussi, parce que oui, il y a de l'argent dedans, mais c'est très politique aussi. Mais maintenant, la question en vrai qu'il faut se poser, ok, on s'informe, maintenant on fait quoi? Ouais. Tu vois, c'est même la question qu'on devrait se poser sur plein de trucs. Je pense que toi, tu dois faire partie des gens, enfin, pas faire partie des gens, mais qui doit se dire que parfois retransmettre l'information c'est bien, mais maintenant il faut faire quelque chose, tu vois. Même moi le premier, hein, il y a plein de trucs que j'apprécie pas dans ce monde, mais maintenant je me dis, ben, on fait quoi maintenant? D'accord, on s'est informé, c'est dur, c'est compliqué, même plein de trucs qu'on parle parfois avec Mathieu, tu vois, c'est bien de s'informer, c'est bien de s'indigner, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? Absolument. Tu vois. Et je pense que c'est une question que beaucoup de gens ne se posent pas. Après, c'est pas facile, hein, après c'est un choix. Tu vois, c'est un choix de vie, comme on peut voir avec toutes les personnes qui se battent pour beaucoup de causes aujourd'hui, tu vois. C'est un choix de vie. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, comment on peut faire pour arranger la situation là-bas? Pour que notamment, ça soit les personnes qui sont là-bas qui en profitent en premier, non nous, parce que moi vraiment, le problème de ce que je vois, de ce que je comprends à partir des informations que j'ai, c'est que je trouve ça dommage, c'est pas normal que ce soit pas les premières personnes à profiter de cette richesse-là. C'est-à-dire de la rentrée justement économique qu'ils pourraient avoir. C'est pour ça que je dis que c'est pas que de l'argent toute cette histoire, c'est vraiment politique. Je vais pas plus dans le détail parce que je suis pas un pro dedans, tu vois, mais je pense qu'il faut pas pas avoir fait des études à Harvard pour comprendre que c'est le cas, tu vois. Donc du coup, la question aussi que je vous pose à vous, c'est pareil, hein. Qu'est-ce qu'on fait en ayant appris, en ayant conscience de tout ça, tu vois? Ça serait intéressant d'avoir la vie de tout le monde, donc voilà. Mais, du coup, c'est pas fini, bien évidemment. Justement, avec toutes les histoires qu'on a entendues par rapport à ton travail, même ton point de vue sur certaines choses, du coup, comment toi, tu arrives à gérer toutes ces émotions-là quand tu vois ces violences, ces atrocités, quand tu vois tout ça en vrai, et du coup, est-ce que ça a changé aussi ton point de vue sur la politique? Si t'en avais un. Je vais dire bah oui, forcément ça.
je vais déjà commencer par te répondre sur comment est-ce que ça se gère. Je pense que quand tu vois des choses aussi dures, il faut trouver des moyens de un peu décompresser, je vais dire. Tu vois, c'est Ouais. comme... après, moi, j'ai mes trucs. Je trouve déjà de un que je suis hyper bien entouré. Quand je rentre de voyage, j'essaie généralement un peu de déconnecter de ce que j'ai vu. Parce que finalement, quand je voyage, la plupart du temps, soit je suis seul ou avec un tout petit groupe. J'aime bien quitter un peu ce groupe-là ou ce que j'ai fait, laisser mes photos et tout ce que j'ai pensé un peu derrière, laisser le temps un peu d'atterrir, tu vois. Et j'aime bien faire des choses toutes simples, tu vois, genre enfin, toutes simples. J'aime bien aller à la montagne, tu vois, ça me permet un peu aussi d'un peu de souffler, de voir mes potes, de voir ma famille, faut être bien entouré, quoi. J'ai ton grand voyage avec Naofel. Ouais, grand voyage avec Naofel. Et on a fait plusieurs, mais on a fait, tu vois, l'an dernier, on est parti 2 fois à la montagne, donc une fois, on a failli mourir. Purée. T'es pas sérieux? Ouais, je te jure. Ah Attends, ouais? je t'ai pas raconté. Non. On part à la montagne, on se dit, ok, on part à la montagne. Ici en France? Ici en France. Ok. On va à la montagne, on va vers Annecy et tout. On commence, on arrive, il est grave tard. Il est 19h, il va commencer à faire nuit. On se dit, bon, on peut pas dormir où on est parce que c'est une méga pente. Je pense que si tu dors, tu roules jusqu'au fond de la vallée le lendemain. Ah ouais. Donc on devait monter à la montagne, on avait à peu près 1000 mètres de dénivelé, donc 1000 mètres comme ça et 8 km en tout Ok. de marche. Ce qui fait que c'est assez raide, tu vois. Mm. Donc Ah ouais. on marche, on a le lampe frontale et à un moment donné, il n'y a plus de chemin. Genre, on était les premiers randonneurs depuis des mois parce qu'il n'arrêtait pas de pleuvoir. Et c'est le premier jour où il arrêtait de pleuvoir qu'on est arrivé. Donc l'arbre a repoussé, on voyait plus les chemins. Et tu sais ce qu'on a fait? On a regardé la carte, boussole, il n'y avait pas de réseau comme par hasard, tu vois. On s'est dit, bon, là où on peut camper, c'est au sud. On est parti plein sud. Et on a marché comme ça de 19h et jusqu'à on arrive jusqu'à 2h du mat. On arrive sur un haut plateau montagneux, tout est gelé. Donc forcément, en plus, on avait traversé une rivière, on avait les pieds mouillés. Oh là là, On a essayé de faire l'angoisse. du feu pendant 1h30, on a couru dans toute la vallée pour aller chercher du bois, il n'y en avait pas. Et ensuite, au final, ce qui s'est passé, c'est que on s'est endormi dans nos sacs de couchage et on mangeait nos sacs de couchage en étant congelés. Et L'angoisse. je te jure à quel point c'était long la randonnée. Je me suis dit, si on s'arrête maintenant, c'est sûr qu'on crève. Parce qu'on était en pleine hypothermie, parce qu'il faisait beaucoup plus froid qu'on pensait. Il faisait au moins moins 2 degrés et on était sortis avec des coupe-vents, tu vois. Ah ouais. Ah, putain. Et moi aussi. on était tous en short, tu vois. Et on s'est dit, ouais, alors on va mourir si on n'arrive pas là-haut, on n'arrive pas à allumer un feu, tu vois. Mm. Et on était en pente, on traversait on traversait des forêts où parfois c'était un petit peu plus caillouteux. On s'est dit, ouais, si on s'arrête là, on meurt, tu vois. Mais c'est sûr et certain. Et je te jure que c'est vraiment l'instinct de survie qui nous a fait avancer. Parce que je te dis même pas à quel point j'étais mort, tu vois. Ouais. Et mon corps, on pouvait plus. Tu m'étonnes. Mais après, Imagine quand tu vis des congelé. expériences comme ça, là, t'es bien. Hein, si tu te dis, Ouais, t'es le bien. froid, tu dis, non, mais quand je te Ah dis oui. t'es bien, le froid là, il te fait plus peur, tu vois. Ah non, c'est clairement, T'as du l'air coup, traumatisé quand même. ah non, tu te rends pas compte. Mais, Bah, mais demande-lui. Depuis tout toutes les histoires qu'on a racontées depuis tout à l'heure, c'est la première fois où il parle de j'ai cru que j'allais mourir. Grave, non. Mais non, mais tu te rends pas compte, parce qu'en fait là tu dis, mais non, ça peut pas s'arrêter comme ça. Et même là on s'est dit, lui il me disait non, t'inquiète, on va pas y Je vais rester. pas mourir de froid. Ouais. Et même demande à Naofel, il va dire, franchement, c'était chaud, Kevin. Il va dire, franchement, c'était chaud, franchement. Ah, tu m'étonnes. Ah, débat. Quelle angoisse. Donc, du coup, je t'avais coupé dans ta réponse, mais ce qu'on parlait, c'est justement comment gérer tes émotions par rapport à toutes les violences dont tu as pu être témoin et surtout si ça avait changé ton avis sur ton point de vue sur la politique. De façon générale, Ouais. un peu plus quand même. Déjà, j'ai remarqué un truc, c'est que un truc que j'ai vu en Syrie, enfin en Syrie, même dans les pays voisins, que ce soit en Irak et tout le monde s'en fout en fait. J'ai pu observer ce que c'était la loi du kilomètre, du mort au kilomètre. Plus c'est loin, Plus c'est loin, plus tout le monde s'en fout. plus tu t'en fous. Et Mm. c'est vrai, genre, t'as presque 500 000 morts, t'as des millions de déplacés. Et je comprends que tellement on en parle, et les morts à 6 chiffres, ça anesthésie un peu les gens. Mais des fois, on s'en fout vraiment. Quand je regarde les conditions d'accueil de certains pays, quand je vois que ouais, t'as un demi-million de morts, t'as des mecs qui se sont fait bombarder au phosphore, c'est horrible. Mais tout le monde s'en fout, tu vois, la guerre de Syrie, elle est gagnée pas forcément par la meilleure personne. C'est soit la peste ou le choléra, finalement c'est le choléra qui gagne. Mm. Tu vois, je sais pas. Je perds un peu espoir et plus le temps avance, plus je me dis, bah, Ouais. il y a des trucs inutiles. L'ONU ne sert plus à rien aujourd'hui, on remet en question tout le temps sa légitimité. Et
ils ont raison parce qu'aujourd'hui, ils n'ont même pas réussi à arrêter un conflit qui est l'un des plus meurtriers de ces 10 dernières années. Voilà quoi. Ouais, j'avoue que c'est quand même chaud. Ça doit être compliqué. Ouais. Donc, du coup, en dehors de la marche dans les montagnes où tu décides de mourir en hypothermie ou de tenter le diable, mis à part ça, qu'est-ce que tu as justement pour te détacher un peu de... Qu'est-ce que tu fais d'autre pour te détacher aussi un peu de ton travail, pour justement bien gérer tes émotions? Je fais des choses toutes simples en vrai. Je vois la play, je vais au cinéma, je fais des soirées avec des potes. Des choses toutes simples. C'est des choses qui te permettent aussi un peu de te déconnecter un peu de ce que tu as vu. Je pense que si tu ressasses, tu t'enfermes dans un truc. C'est un truc que je faisais quand j'étais plus jeune. Au début, je m'enfermais, je ressassais, je regardais mes images et tout. Tu finis dans un état émotionnel, t'as envie, t'en veux à tout le monde, tu vois. Ouais. Et c'est pas possible en vrai. Ouais, Ça doit être épuisant déjà pour toi. C'est épuisant, c'est une charge mentale, tu vois. Ouais, Parce que absolument. tu y repenses tout le temps et puis ça te pèse. Et ce qui est difficile, tu vois, c'est d'expliquer. C'est même pas tant ce que tu as vu, c'est aussi l'expérience que tu as vécue. Parce que tu vois, ce qui est dur dans la guerre, dans ce que moi j'ai pu percevoir, c'est même pas les bombardements, c'est l'attente de ce qui peut t'arriver. Tu vois, c'est te dire tu peux mourir, mais c'est l'attente de ta mort qui fait que. C'est ça qui est dur, tu vois. Et en vrai, savoir expliquer déjà ça, parce que avant de te dire ça, ça met des années à expliquer ça. C'est l'attente qui te fait stresser, qui te fait faire des cheveux blancs et que tu dors super mal, des cauchemars et tout. Et c'est hyper dur de l'expliquer, de l'expérience de ce que c'est une guerre tant que personne ne l'a vécu. Donc tu peux pas l'expliquer. Et le plus important, c'est, je pense, être bien entouré, savoir se créer une routine qui est hyper saine et ne pas trop ressasser. Et en vrai, tu vois, comme un truc que je me dis aussi souvent, c'est que heureusement que moi, je peux rentrer chez moi. Parce que les gens avec qui j'ai bossé, quand ils rentrent chez eux, c'est toujours la guerre, tu vois. En plus, j'allais te poser la... J'étais en train de réfléchir à ça parce que je voulais te poser la question. Et quand tu es là-bas, quand tu es dans une société en guerre, quand tu es en train de travailler sur ton photoreportage et de documenter la guerre, la souffrance, comment tu arrives à gérer tes émotions à ce moment-là, ou quand tu vas te coucher le soir là-bas, quand tu es en Syrie ou quand tu es... peu importe. Mais effectivement, je me suis dit que la réponse allait être celle-ci, c'est que tu peux d'une manière ou d'une autre rentrer et fuir ça. Et ça doit être... mais est-ce que quand même, quand tu es là-bas, tu as des petites choses qui font que tu arrives à gérer ces émotions qui peuvent être, je pense, très intenses, tu vois. Comme la première expérience quand tu avais 18 ans et que tu as un mec derrière qui vient pour te kidnapper. Comment tu fais quand tu vas te coucher le soir à ce moment-là? Est-ce que tu as des petites choses qui font que tu arrives à gérer ces émotions qui sont très fortes, que pas tout le monde ne peut vivre dans son quotidien? Dis-toi que cette histoire-là, que j'y repense au Liban, j'y repensais vraiment des semaines après mon voyage, tu vois. En fait, faut savoir que quand tu fais une journée, quand tu pars en reportage comme ça, c'est très intense. Tes journées commencent avant le lever du soleil à 5 h du matin, parce que où tu vas, forcément, c'est toujours très loin. Elle finit, il est minuit, 1 h du matin, tu n'as que 4 heures pour dormir, tu n'as pas le temps en fait on va dire, de ressentir. Je ne veux pas dire que tu n'as pas le droit, mais en fait, ça va tellement vite que tu as un boulot à faire. J'y vais pas en vacances et j'y vais pas pour faire l'introspection. Ouais. J'ai un boulot à faire, j'ai un planning. Tel jour, je dois aller sur une ligne de front. Le lendemain, si jamais c'est possible, il s'est passé un truc et j'y dois y aller. J'ai pas le temps en fait. Ouais. Et entre les temps où il y a des déplacements en voiture, tu écris ce que tu as vu parce que pour documenter tes photos, tu demandes des traductions, tu réécoutes les entretiens que tu as fait, tu parles avec ton contact, qu'est-ce qui est possible de faire, négocier des trucs. Tu n'as pas le temps en fait de penser tout ça. Généralement, quand je pense à mon voyage, c'est quand je suis arrivé chez moi, je me dis ça s'arrête. Tout ça s'arrête. Parce que tant que je ne suis pas rentré chez moi, tu ne te sens pas chez toi. Et tant que je ne suis pas chez moi, moi je ne suis pas serein. Ouais. Et je penserai toujours au moment présent et pas ce qui est déjà passé. Donc ça se trouve, tu vois, j'ai fait des trucs parfois un peu inconscients quand j'étais en Syrie. Et j'étais chez moi. Et j'ai rappelé mon contact quand j'étais en Syrie. Je lui ai dit, je suis désolé pour ce que je t'ai fait en fait. Et parce que je t'ai fait subir. Lui m'a dit, t'inquiète, c'était sur le moment. Et moi je me dis, j'y repense que maintenant, je suis désolé, mais je suis désolé mec, ce que je t'ai fait subir. Et tu vois, tu penses à posteriori parce que quelque part, tu es là pour une mission et tu n'as pas le temps de te dire je vais pleurer,
Aujourd'hui, je sors pas parce que je me sens mal, parce que je bade. Je m'en fous. Si je bade, il faut que je sorte. Je suis là pour une mission. Je suis pas là. Je suis pas là en vacances. Je suis pas au Club Med. Je suis pas là pour me reposer. Bien Je sûr. suis pas là pour faire une introspection. Et c'est mon boulot. Je dois délivrer un truc. Ça coûte cher. Il y a des gens qui comptent sur moi. Je suis venu. J'ai pas le temps de penser à ça. Mhm. Ouais, non, mais Ouais. c'est complètement compréhensible ce que tu es en train de dire. Genre, tu te coupes un peu des émotions qui vont t'empêcher d'accomplir ta mission. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça, t'as ta mission, Exact. t'es lancé. C'est Tu vois, c'est tu bien. vois, si tu veux le comprendre, c'est quand tu te lances dans ta prépa. T'as le Ah temps, ouais. t'as le temps pour quoi après? T'as pas le temps T'as pour pas- grand-chose. t'as pas le temps pour rien grand-chose. du tout. T'as des objectifs à cocher, tu les fais, t'as des Eh perfs à ouais. faire, tu dors, tu manges, C'est ça. tu t'entraînes et puis c'est tout. Parce que tu sais, c'est quoi l'objectif derrière, c'est quoi ma C'est ça. mission, et t'as pas le temps de penser à Mm, mm, tel mm. problème. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu as dit, c'est que quand tout ça, ça s'est fini, tu as pris le temps d'appeler la personne qui était concernée et de t'excuser. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'arrivent pas à Ah mais faire. là il fallait, je l'ai fait trop manger. Ouais, On tu a m'étonnes. trop mangé ensemble, je peux pas me pas m'excuser, c'est pas Ouais, possible. tu m'étonnes, c'est complètement compréhensible. Donc du coup, William, pour finir cette émission bien comme il faut, une petite question. Moi, personnellement, je me connais pas en photoreporter, d'accord? Claire, je suppose que Non plus. c'est pareil. Mathieu, je suppose aussi que c'est pareil. Donc du coup, dis-moi quel est ton top 5 de photoreporter? Ouah, c'est dur, hein. Top 5, je dirais celui qui m'a le plus touché, c'est Tim Etherington. Tu expliques un petit peu ce qu'il a fait ou... J'aimerais bien Oui. parce que je connais rien, moi. Tim Etherington, photographe britannique qui est mort printemps arabe en Libye. Il est mort avec le fondateur de Getty Reportage dans un bombardement du gouvernement de Kadhafi. Et lui, en fait, Ah, c'est récent. 2011-2012. Récent, ouais. Et lui, en fait, il a un travail où il a remis tout en question sur ce que c'était la guerre et la vision qu'on avait de la guerre. Quand il est arrivé, il a documenté pendant 10 ans la guerre du Libéria. Et quand tu regardes ses photos, tu dis, ah ok, mais c'est pas des photos de ligne de front. Et en fait, il a photographié vraiment une société et le mood de ce que c'était une société en guerre, tu vois. Mm, mm, Parce que parfois, tu vois, on a vu des photos hyper hardcore de gens de tête coupée qui sont mis sur la route, mais ça, c'est des stratégies de terreur. Donc en gros, si tu prends photo, tu joues le rôle de la stratégie de terreur du col en face. Mais tu fais pas de l'information, tu fais de la communication. Et le truc, c'est que pour en arriver à là, il a une réflexion hyper forte, tu vois. Il a fait un travail sur l'Afghanistan où il a photographié des soldats américains qui dormaient. C'est un truc qu'il a fait, mais il a fait ça en 2005. Et jamais de la vie, c'était possible de faire ça, parce que le GI américain, c'est une marque. Mm. C'est le soldat, le casque, du chewing-gum et tout. Et le fait est qu'il photographie des gens dans des situations aussi faibles, ça a remis tout en question ce que c'était la perspective d'une guerre. Donc il a fait des tafs hyper importants sur la représentation d'une guerre, et ça c'est un truc sur lequel moi j'aimerais bien, en tout cas m'améliorer, sur ce que c'est la représentation et sur l'honnêteté sur un travail. T'as lui, t'as Moses Saman qui est un Péruvien qui travaille chez Magnum. C'est un grand photographe qui a beaucoup documenté l'Irak. Et lui, il a photographié des moments. Lui, il définit que c'est des moments un peu décalés, des moments un peu de bonheur dans des sociétés où rien ne va, tu vois. Et il a une sensibilité, il y a des photos qui sont impressionnantes. T'as l'impression que c'est de la mise en scène tellement c'est ouf, tu vois. T'as un gars que je connais bien, Jérôme Cessini, qui travaille aussi chez Magnum. Je suis ami avec lui. Et lui, il m'a beaucoup remis en question sur ce que c'était ton approche de la photo, sur affirmer ses choix et sur les distances que tu as avec les gens. Et ensuite, un gars, vraiment lui, c'est un gars avec qui je me sens proche, c'est Gilles Pérez. C'est un Français qui a travaillé chez Magnum et qui est aujourd'hui prof aux États-Unis. Lui, il a beaucoup travaillé sur les violences interethniques, sur ce que se font les gens. Et il a travaillé sur la guerre de Bosnie, sur le Rwanda et aussi sur la guerre d'Irlande. Et il a un projet en trilogie qui s'appelle Head Tie Brother, qui raconte vraiment l'émergence des haines intercommunautaires. Et c'est impressionnant, tu vois. Quand il documente le truc, c'est pas simplement des scènes de violence. Il a fait le Bloody Sunday, tu vois. Ouais. Il a photographié les gens dans la rue, les jeunes, l'émergence des mouvements politiques. Et tout ça, en fait, tu sens que tout ça amène sur des choses horribles, tu vois. Et aujourd'hui, tous mes sujets sur quoi ça représente, c'est un peu pareil. C'est les droits de l'homme et les violences intercommunautaires. Ok. Putain. Voilà. En tout cas, je On vais essayer de verra regarder, j'irai voir. Hein, Ouais, a l'air ça très m'intéresse. intéressant, en tout cas. Ouais. Même pour vous, j'espère que ça a été intéressant. Ouais. Mais en tout cas, William, je te remercie d'être venu. Merci à Ça toi. fait un Merci grand beaucoup. Merci à plaisir vous. de partager
ton travail et puis même tes pensées sur justement par rapport à des choses qu'on voit aujourd'hui, tu vois, notamment l'immigrant en Île-de-France. Donc du coup, je pense que c'est vachement intéressant. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir sa page et n'hésitez pas aussi à aller voir l'interview, le Zoom, le reportage, si on peut dire ça, je sais pas, l'interview. Ouais. L'interview. L'interview donc, qui s'appelle Zoom sur William Keo, du directeur, oh là là, du collectif DR. Vous trouverez le lien justement dans la description. Et puis, pour nous, ça sera bon pour aujourd'hui. Absolument. T'as un mot à rajouter? Non, merci beaucoup. Moi, je suis ravie de cette conversation avec toi et je trouve, encore une fois, je te l'ai déjà dit, ton travail vraiment fascinant. Et, Merci beaucoup. Et la manière, encore une fois, la manière dont tu bouges dans ce monde, je trouve ça vraiment important. Et je suis vraiment ravie qu'on ait eu cette conversation today. C'était très intéressant, Ouais. en tout cas. Grave. En tout cas, si ça t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Commente, partage. Après, le reste, tu fais ce que tu veux. Fais pas le radin, t'as bien. T'as capté? Non, je rigole. Fais ce que tu veux. Allez, bonne soirée. Ciao.